Salut à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence avec cette émission qui fait son entrée, notamment avec des nouveaux sujets, quoi qu'on reste dans les mêmes pays. Ghislain Kougan pour répondre à certaines de nos questions. Pour ce qui est des titres, nous irons en RCA avec ce processus de démocratisation qui est en cours. En tout cas, on en parlera aussi avec le Mali, avec des militaires maliens qui passent désormais à la formation pour pouvoir tenir tête aux hordes de bandits qui peuplent notamment ce pays. On en parlera également aussi, Ghislain, avec la Syrie. Ghislain, bonjour. Merci Franck, le plaisir partagé. D'accord, ok. Je suis très dégagé ce matin parce que les sujets sont nombreux pour ne pas dire. Et juste là, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est le processus de démocratisation qui est en cours, processus auquel a adhéré notamment Michel Djotodia, mais l'opposition, par contre, n'est vraiment pas partante. On en parle tout de suite avec vous pour ce sujet. Bien évidemment, il est question maintenant de trouver une voie qui soit, on va dire, un peu légale pour permettre à la République centrafricaine de retrouver sa voie. Vous savez que, bien évidemment, le pouvoir a été renversé, Bozizé n'est plus au pouvoir, c'est maintenant Michel Djotodia qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Ce qui, sur le plan de la légalité, n'est pas acceptable par l'ensemble, par l'Union africaine. Et il était donc question de mettre sur pied un sommet, le sommet de N'Djamena, qui permettait de statuer justement sur les voies et moyens pour remettre dans l'ordre la République centrafricaine. Et donc, il a été reconnu que Michel Djotodia ne pouvait pas être proclamé président de la République, mais ça c'est sur en fait la forme. Sur le fond, il est président de la République centrafricaine. Maintenant, il faut qu'on trouve des voies et moyens pour que sur la forme, que l'Union africaine ne piétine pas ses propres textes, c'est-à-dire qu'on ne légalise pas, qu'on ne légitime pas un chef d'État qui arrive au pouvoir par un putsch. Mais est-ce que finalement on n'est pas en train de légitimer Djotodia qui est arrivé par les armes avec cette façon comme d'habitude d'ailleurs. Justement, c'est du formellement correct en réalité. Donc le problème, je le rappelle, ce n'est pas sur le plan fondamental. On sait qu'il est le président. Maintenant, il est question qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé, qu'on ne parte plus sur la base de ce qui est un président au préalable, qu'on dise qu'il faut un conseil national de transition qui va statuer sur l'ensemble des lois et qu'on mette une assemblée qui va réécrire la Constitution. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'avait annoncé le président actuel, qui voulait suspendre la Constitution et agir par décret, il est question maintenant qu'on fasse un conseil de transition et que ce soit ce conseil-là qui trouve une personne qui va diriger le pays pendant la période de transition. Ils ont parlé du moins de 18 mois. 18 mois. Oui, 18 à 2 ans, alors que Michel parlait de 3 ans. De 3 ans. Donc c'est un peu pour montrer que non, on ne va pas suivre ce qu'il dit à la lettre. Alors ce qu'on observe dans cette crise en RCA, c'est que Djotodia, bien qu'au pouvoir, joue la prudence. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il sait le danger qu'il encourt. Justement, vous savez, il doit être prudent notamment parce que le fait, comment est-ce qu'il arrive au pouvoir et vous m'amenez ici à revenir sur une déclaration de Bozizé qui faisait état de ce qu'on ne peut pas comprendre que la Séléka ait eu un instrument très nouveau qui lui a permis justement de prendre le pouvoir. Et là, il indexe certains pays africains. Comment est-ce que les rebelles sont entrés en RCA? Forcément, ils sont passés par le Tchad. Donc vous voyez que Djotodia ici est précautionneux. D'ailleurs, il n'a pas participé au sommet de N'Djamena, il n'a pas été invité, mais Nicolas Tchangaï est là. Et vous savez très bien que Nicolas Tchangaï est issu de la Séléka. Donc on comprend que c'est une façon astucieuse de légitimer Michel Djotodia à travers Tchangaï, qui est le Premier ministre qui va administrer durant la transition, mais qui est également issu de la Séléka dont fait partie Michel Djotodia. Cette fois-ci, c'est officiel. Bozizé accuse directement le Tchad, notamment son chef d'État, d'avoir fomenté ce coup d'État. De l'avoir lâché. On pourrait comprendre cela en s'interrogeant sur comment est-ce que Bozizé, Idriss Déby, qui au départ était un fervent défenseur de Bozizé, l'a lâché. Mais on peut également interroger Bozizé sur le pourquoi est-ce qu'il n'a pas appliqué les accords de Libreville. D'accord, ok. Alors on va quitter tout de suite la RCA, notamment direction le Mali, où les militaires maliens, 570 militaires, sont entrés en formation. Cette fois, on se pose la question de savoir si c'est la fin de la guerre ou c'est maintenant qu'elle commence. L'entraînement des soldats maliens a enfin débuté. La mission de formation de l'Union européenne a pris en charge un premier contingent de 570 soldats. Une centaine d'instructeurs venus de 7 pays européens les formeront durant 10 semaines. Une mission qui débute alors que la France s'apprête à retirer une partie de ses troupes du Mali. La France ne peut pas s'éterniser au Mali. Une fois que les 11 200
hommes seront déployés sur le terrain, je crois que la France pourra progressivement retirer son contingent. Ces 11 200 soldats, ce sont ceux que les Nations Unies vont déployer dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Les instructeurs européens sont eux appelés à rester 15 mois pour tenter de professionnaliser l'armée. Les soldats maliens recevront un entraînement généraliste avant d'être formés à l'artillerie ou aux télécommunications. Alors, Ghislain, est-ce que la guerre commence maintenant ou du moins on peut estimer qu'elle est finie au Mali? Je pense que la question est délicate. On peut la lire sous deux prismes. Le premier, c'est que la France, qui avait annoncé partir entre mars et avril, peut vouloir honorer son calendrier. Et donc, il est question pour le départ de la France de préparer l'armée malienne pour qu'elle soit apte elle-même à combattre les rebelles. Vous savez que les rebelles gangrènent encore les rues au Mali. Donc, de ce point de vue-là, on peut comprendre maintenant que les formateurs de l'Union européenne soient au Mali pour former les militaires maliens qui ne sont pas suffisamment, ça faut le relever, capables de batailler contre les rebelles. Oui, oui, allez-y. D'une part aussi, je vous vois venir, on peut comprendre la démarche en estimant qu'en réalité, c'est maintenant que la guerre commence. C'est-à-dire que la guerre, maintenant, c'est une guerre par surprise. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on accélère et il y a des moments où on ralentit un peu. Donc la guerre, maintenant, le sentiment qu'elle est menée par les rebelles, qui une fois disparaissent et après réapparaissent et plus dangereux. Donc les questions maintenant pour la France, donc on peut estimer de ce point de vue également que c'est maintenant que la guerre commence, mais une guerre beaucoup plus tactique, de réaction beaucoup moins élaborée. D'accord, ok. Alors, si on devait bien sûr regarder bien entendu la crise au Mali, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui cette certitude que nos armées en Afrique, notamment, ne sont pas bien formées pour faire face notamment à des rébellions? Justement, la question de la formation en Afrique se pose, mais je pense que prendre la préoccupation sous ce bout-là, c'est en même temps créer une sorte d'équivocité dans la démarche africaine. Nous payons d'abord, les Africains se plaignent très souvent que le gros de leur budget est alloué à l'armée. Et vous voyez aujourd'hui, vous posez la préoccupation de savoir est-ce que nos armées sont suffisamment formées. Ça veut dire que le peu de budget, comme on dit déjà, et que nous estimons que c'est énorme, vous demandez qu'on puisse encore augmenter ce budget qui déjà pour nous est colossal. Maintenant, il est question maintenant des rebelles. Pourquoi il y a cette recrudescence de rebelles en Afrique? Pourquoi maintenant la donne voudrait que dans chaque pays, pour un petit conflit, qu'il y ait forcément des gens qui s'énervent, qui montent au créneau et qui se revendiquent de la rébellion? D'accord, ok. On va quitter tout de suite notamment le Mali et pour partir notamment en Corée, où les deux Corées sont en crise. Ça pourrait dégénérer dans les semaines à venir si l'ONU, ou du moins les Nations Unies, ne prennent pas, mettent pas les conditions nécessaires pour parvenir à une paix durable dans la zone. Les 120 entreprises du site de Kaesong en Corée du Nord, privées de leurs employés sud-coréens. Situées à quelques kilomètres de la frontière, dans la zone démilitarisée à l'intérieur de la Corée du Nord, ce complexe industriel est le rare symbole d'une coopération entre les deux Corées. Le parc regroupe 123 entreprises sud-coréennes dans le secteur manufacturier et chimique principalement. Toutes attirées par une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Le site emploie plus de 50 000 Nord-Coréens et près de 1000 Sud-Coréens chargés d'encadrer le personnel. Pour Pyongyang, le site est un îlot économique dynamique et capitaliste au cœur d'un pays à la limite de l'asphyxie. À lui seul, il représente près de 80% des exportations à destination de la Corée du Sud. Et il a permis à Pyongyang de récupérer près de 2 milliards de dollars en 2011. En refusant mercredi l'accès au site aux travailleurs sud-coréens, Pyongyang attise les tensions politiques et prend de sérieux risques. Les dommages vont être colossaux. Après 2 ou 3 jours, les usines vont se retrouver face à des difficultés de production. Et puis viendront ensuite les difficultés d'approvisionnement. Un manque à gagner économique et commercial des deux côtés de la frontière. Le site représente en 2012 pour les entreprises sud-coréennes près d'un demi-milliard de dollars de revenus annuels. Et c'est aussi des pertes de devises étrangères importantes pour le régime nord-coréen. Pyongyang profite des 62 millions d'euros gagnés chaque année par les employés du site, des salaires versés aux autorités et reversés aux salariés. Juste là, après avoir vu ces images, notamment pour ce qui est de la Corée, des Corées,
Est-ce qu'on peut voir que la situation pourrait s'arranger dans les semaines à venir? Je pense que la situation est à prendre véritablement au sérieux et les États-Unis ont marqué leur sérieux justement parce que c'est la première fois que le conflit transcende la zone qui appartient aux deux Corées, notamment Kaesong, qui est une zone qui permet aux deux États de se retrouver. En réalité, Kaesong est une zone située à Pyongyang, en Corée du Nord, mais une zone qui abrite des entreprises, 123 entreprises de Séoul, de la Corée du Sud, et ces entreprises-là emploient des Nord-Coréens. C'est-à-dire que c'est une zone de partage entre eux. Et si le pouvoir de Pyongyang va jusqu'à empêcher les entrepreneurs sud-coréens de rentrer sur le territoire, ça veut dire que Pyongyang pousse le bouchon très loin parce que c'est un site stratégique qui permet à Pyongyang justement d'avoir des devises étrangères et de limiter un peu sa dépendance de la Chine. Vous savez que dans ce conflit, on ne peut pas ne pas voir les États-Unis. On voit d'un côté Pyongyang qui est la Corée du Nord avec justement la Chine et de l'autre la Corée du Sud, Séoul, qui est avec les États-Unis. Et donc si aujourd'hui la difficulté est tellement grande qu'elle transcende notamment ce site qui permet aux deux Corées de mener une activité qui leur soit bénéfique on dit une Corée, n'est-ce pas? À elle. Corée, oui. Donc ça pose un problème. Donc il faut se pencher davantage sur la préoccupation. Et je pense que notamment la menace doit être prise au sérieux, même si du côté de Séoul, la Corée du Sud, on prend cela à la légère. Oui, mais finalement la Corée du Nord menace désormais les États-Unis. Justement, vous savez quand même que lorsque la Corée du Nord menace les États-Unis, c'est à travers la Corée du Sud. Vous savez quand même que les États-Unis ont deux bases militaires. Une base militaire en Corée du Sud et une autre base militaire au Japon. Celle qui est au Japon a 50 000 militaires. Celle qui est en Corée du Sud a 28 500 militaires. Donc ce sont des bases stratégiques. Donc pour les États-Unis, les questions, premièrement, de résoudre un objectif en termes d'enjeux sécuritaires, mais deuxièmement, justement, de contenir la montée en puissance de la Chine. Et je vous rappelle qu'il y a un rapport qui a été publié récemment par la CIA si vous voulez, qui prévoit que d'ici 2030, la Chine sera la première puissance économique mondiale. Et donc, il est question pour les États-Unis aujourd'hui de travailler à conserver leur superpuissance politique et militaire. D'accord, ok. On pourrait donc, dans les semaines à venir, penser que les choses vont s'étasser et vont pas... Soyons prudents, je pense qu'ils vont finir par trouver un terrain d'entente. Vous savez, c'est la politique, ce sont les jeux d'intérêt. Puis on veut montrer que voilà, je suis un géant et vous savez quand même que la Corée... Et tout part de quoi? Tout part de la volonté de Pyongyang de mettre à exécution, de continuer à produire des armes nucléaires. Vous voyez, les États-Unis qui ont une arme nucléaire et qui ne veulent pas voir une autre puissance. Alors, Pyongyang estime être capable d'être une grande puissance et donc pourquoi pas ne pas frapper? Pourquoi lui empêcher de fabriquer aussi l'arme nucléaire? D'accord, je suis tenté de vous demander quelle est la position des Soviétiques. Des Russes. Non, c'est clair. Vous savez que les Russes sont toujours du côté où la Chine se trouve, forcément. Donc, les Russes vont, par exemple, s'interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce que dans chaque conflit, il faut toujours une intervention américaine qui est de manière hégémonique. La Russie, très souvent, très rarement prendra le même diapason, alors la même alternative que les États-Unis. D'accord. Nous allons partir pour la France, notamment, où le pouvoir de Hollande, en tout cas, est en difficulté due à la situation de Cahuzac. Le ton est solennel, les mots forts. J'ai appris avec stupéfaction et colère les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. Mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, l'ancien ministre du Budget n'a bénéficié d'aucune protection autre que celle de la présomption d'innocence, a ajouté François Hollande. Une déclaration du chef de l'État qui était très attendue 24 heures après les aveux de Jérôme Cahuzac. Mardi, l'Élysée s'était exprimé par communiqué et c'est le Premier ministre qui avait été envoyé au front sur le plateau de France 2 pour tenter de désamorcer ce qui ressemble déjà à une bombe politique. Le principe est simple, Jérôme Cahuzac a menti. Oui, j'ai eu un échange avec lui pour lui dire qu'il nous avait trahis. Vous lui avez dit de vive voix? Oui, je lui ai dit qu'il avait menti. Moi, je demande à Jérôme Cahuzac de tirer les conséquences, toutes les conséquences, et de ne plus exercer de responsabilité politique, quelle qu'elle soit.
Mais pour l'opposition, l'affaire ne s'arrête pas là. Il s'agit d'une affaire d'État dans laquelle la tête de l'exécutif est pointée du doigt. Qui peut croire aujourd'hui que François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'étaient au courant de rien? Même interrogation au Front National où l'affaire d'État est aussi évoquée, tout comme au parti de gauche. Comment se fait-il que Mediapart soit parvenu à savoir ce que le juge a pu confirmer en très peu de temps et que les plus hautes autorités, le Premier ministre et le Président de la République, eux, ne pouvaient pas savoir? François Hollande savait-il que Jérôme Cahuzac détenait un compte en Suisse? Avait-il des doutes? Non, répond l'Élysée, qui conteste avoir été en possession dès la fin décembre d'une note faisant état de similitude entre la voix du ministre et celle d'un enregistrement dans lequel était évoqué un compte en Suisse. Alors Ghislain, nous sommes tentés de vous poser la question de savoir pourquoi l'affaire Cahuzac éclabousse finalement le chef de l'État français. Pas simplement le chef de l'État, mais tout le gouvernement, finalement, on va dire PS. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le PS est rattrapé par ses propres phrases. C'est-à-dire que Hollande parlait d'une république irréprochable. Et Fillon l'a dit, l'a indiqué en disant qu'il se rend compte que le gouvernement n'est pas capable d'appliquer justement ce qu'il dit prendre pour principe. Irréprochable, comment? La question se pose. Comment est-ce que le gouvernement et le chef de l'État n'ont pas pu être au courant de ce que Jérôme Cahuzac avait un compte quelque part? Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois en France, je prends le cas de la France, lorsque quelqu'un entre au gouvernement, il y a une commission qui est mise sur pied pour justement évaluer ses biens, pour savoir de quoi est-ce qu'il... je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a? Oui, pour savoir quel est l'ensemble des biens de celui qui vient au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lisibilité, de visibilité sur les avoirs du membre du gouvernement. Une enquête morale aussi. Ce n'est pas comme dans nombre des pays que nous connaissons bien. Et donc, on ne peut donc pas, après avoir mis cette commission sur pied, maintenant découvrir qu'il avait un compte. On ne peut pas également accuser la commission, ça veut dire que c'était un compte discret. Et donc, honnêtement, il a menti aux Français, il a menti au PS. Sinon, prend le point de vue dans lequel le gouvernement et le chef de l'État n'étaient pas au courant. C'est qui est un point de vue qui va être difficilement avalable par les Français et surtout par l'opposition. Donc c'est une charge que doit assumer le pouvoir en place. Alors Hollande est au plus bas dans les sondages? Bien évidemment, plus bas. Avant cela, Hollande était un peu en chute dans les sondages. Ayrault également. Maintenant, c'est encore comme un caillou dans la chaussure du gouvernement Hollande qui ne marche déjà pas très bien. Est-ce que Hollande prend les bonnes décisions actuellement? Je pense que Hollande, le problème ne se pose pas au niveau de François Hollande lui-même, ça se pose au niveau des événements qui se posent. C'est-à-dire que la question n'est pas à lui du point de vue de est-ce qu'Hollande est capable. C'est au point de vue des événements qui se font. La preuve avec... Mais les événements ne sont pas suscités par les éléments du PS eux-mêmes, les membres du gouvernement? Justement, mais également par l'environnement européen. Il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, il y a les conflits, il y a tout cela. Et il faut savoir qu'avec Hollande, la France n'est pas aussi puissante qu'avec Sarkozy. Vous voyez, avec Sarkozy, par exemple, Sarkozy était l'un des présidents qui tenait tête au moins à Barack Obama. Or, avec Hollande, c'est une gouvernance morale un peu plus calme, un peu plus tempérée. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de prise de position. Hollande est beaucoup plus... il est comme il est frigide, il n'est pas percutant, il n'est pas comme Sarkozy. Un peu trop dormant? Justement, il n'est pas comme Sarkozy qui était bagarreur. Assez pugnace. Justement. La preuve, et c'est une indignation que l'on puisse accueillir Nicolas Sarkozy récemment en Libye pour le féliciter, alors qu'il est président, il n'est pas au pouvoir, tandis qu'Hollande est là. Et je pense que s'il faut saluer la bravoure de la France, elle devait être incarnée, cette bravoure-là, par le président en exercice, et non pas par Nicolas Sarkozy, alors qu'Hollande est là. D'accord. Comment Hollande et son gouvernement pourraient-ils s'en sortir? Je pense que ça va être difficile, véritablement difficile, parce que c'est une situation qui est récupérée par l'opposition, et c'est aussi une situation qui permet d'unir l'opposition, notamment l'UMP, parce que vous convenez avec moi que Fillon et Copé parlent du seul et même voix, ce qui est un peu rare, c'est-à-dire que de manière sincère, Copé et Fillon ont la même démarche sur la critique, sur la lecture de ce phénomène qui éclabousse finalement le pouvoir de François Hollande.
D'accord, ok. Alors donc on peut dire un sale temps pour le pouvoir français. Bien évidemment. Est-ce que les prochaines élections, il pourrait s'en sortir s'il était candidat? Je pense qu'il y a avec encore, l'image. Je pense que si les choses vont à cet état, ça va être difficile pour Hollande. Sarkozy va revenir, on le sait tout de suite. Je pense que les événements peuvent amener Sarkozy à venir. Et donc on estimé que l'affaire Bettencourt qui a été mise au devant de la scène et dont on estime que Sarkozy sera blanchi était un fait pour freiner, pour empêcher Sarkozy de revenir. Mais je pense que Sarkozy est sur la bonne voie, dans une bonne dynamique pour pourquoi pas rebondir. D'accord, ok. Alors, direction la Syrie où la France vient de faire un vote face, on le découvre en tout cas. Et chose surprenante, c'est que la rébellion, ou du moins l'opposition, ne sera plus armée. On en parlait tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qui va armer la rébellion? Qui va armer la rébellion? On peut aussi revenir finalement. Qu'est-ce qui se passe en France? Que fait Hollande? Vous voyez, on parlait justement d'Hollande qui n'est pas capable de prendre des décisions. Hollande qui dit une semaine que non, il faut réfléchir. Et il a dit, vous sentez que Hollande n'a pas mûri la réflexion. Il a dit parce que le Royaume-Uni l'a dit, il a suivi. Maintenant, il mûrit par après, il dit non, il n'est plus question d'armer les rebelles. Vous voyez, donc il y a un vote face. Hollande avance un peu de manière dubitative, il n'est pas concis, il n'est pas précis. Vous voyez, maintenant il dit il ne faut pas armer les rebelles. Mais on peut également lire la situation autrement, avec le fait que la Ligue arabe ait décidé d'armer les rebelles et n'ait pas reconnu finalement le Premier ministre Hassan Chito pour plutôt consacrer Moaz Khatib, qui a démissionné. Donc il y a en Syrie également une bataille entre la Ligue arabe, d'une part, qui a légitimé Al-Khatib, l'ancien président du Conseil national syrien, et la communauté internationale qui a reconnu plutôt Hassan Chito comme premier ministre intérimaire. Donc cette bataille-là, il y a d'ailleurs une bataille entre... Une guerre d'intérêt? Justement, avant maintenant d'affronter Bachar al-Assad. Et ce petit temps permet à Bachar al-Assad de, justement, pour finir une stratégie, pour pouvoir rebondir. Sauf qu'il y a quand même des crimes avec l'université des arts qui a été pris d'assaut par des rafales, par des bombes, un drame qui a vraiment coûté... Et le pouvoir accuse les rebelles d'être la cause. Justement. Et comment ça va se passer maintenant, actuellement, par rapport à ça? Justement, voilà, je pense que la préoccupation maintenant, c'est au niveau de l'armement des rebelles, armer les rebelles ou pas. Maintenant, on verra, à partir du moment où le Royaume-Uni et la France ne sont plus d'avis pour armer les rebelles, parce qu'Angela Merkel a dit qu'on ne peut pas superviser, on ne peut pas savoir si les armes iront dans les mains des malveillants et que la Ligue arabe veut armer, on verra ce bras de fer, on verra qui gagnera, qui alimentera. Est-ce que la Ligue arabe va finalement rejoindre la position de la communauté internationale pour ne pas armer l'opposition syrienne? Le temps nous donnera sa réponse. D'accord, ok. Nous allons finir ce magazine international, notamment par les Nations Unies. Vous êtes au courant du sujet qui accourt actuellement dans cette zone. Avec justement le traité sur les armes, hein, un traité vieux qui finalement a été, on va dire, adopté par l'ONU, notamment 150 pays sur 193 avec 23 abstentions et tout cela. C'est vrai que j'ai eu à observer finalement l'embellie, la volonté, l'émulation que cela a suscité au sein des pays qui voulaient justement qu'on puisse avoir un traité sur les armes. Avec, puisqu'on disait que pour les voitures, il y a des règlements, les vêtements, pourquoi pas pour les armes? Mais justement parce que c'est les armes. Il faut comprendre cela. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il y a un hic qu'il faut relever. C'est qu'en réalité, que vaut ce traité quand on sait que la plupart des pays émergents n'ont pas voté? La Chine est un pays émergent, est un pays avec lequel il faut compter. L'Inde est un pays avec lequel il faut compter. La Corée du Nord est un pays avec lequel il faut compter. Et puis la Russie également. Donc vous voyez, ces gros pays, ces grosses locomotives n'ont pas voté. Donc ça met un petit bémol finalement à cette victoire, qui n'en est pas une. C'est une avancée. Mais est-ce que finalement il n'y a pas une hypocrisie dans tout ça? Ce n'est pas les mêmes qui fabriquent les armes, ce n'est pas les mêmes qui veulent voter les lois. Est-ce que c'est pas... Et en même temps, monsieur l'a dit, quand on va au fond, en fait, c'est quoi? C'est juste permettre au pays de s'assurer que les armes ne soient pas utilisées pour détourner un embargo international ou alors pourquoi pas pour des terroristes, tout simplement. Donc il n'y a pas une mesure qui puisse s'appliquer à tous. Et en même temps, la mesure ne concerne que les pays et non pas les ONG. D'ailleurs, c'est ce qu'a brandi la Chine, l'Inde et la Russie pour dire comment est-ce qu'on peut sortir un décret sur les armes et les décrets ne concernent que les pays. En fait, c'est dans le préambule, parce que je l'ai lu, c'est dans le préambule que le décret parle des ONG. Or, quand on parle en matière de droit de préambule, ça n'engage pas les signataires. Il faudrait que cela soit dans le corps
du traité. Et ça ne figure nulle part. Et c'est pourquoi la Chine et la Russie, l'Inde, ne sont pas d'avis, n'ont pas voté. Merci Ghislain pour cet enseignement sur la politique internationale. Nous avons été très heureux de vous avoir. Merci beaucoup. Le plaisir partagé, Franck. Mais voilà ce qui met fin à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, si le monde va bien, nous aussi, on sera là. Salut.